coup, je voulais revenir sur l'expérience patient et revenir un peu sur l'idée pratique. Parce que, par exemple, à l'hôpital, on a un truc qui peut scléroser euh, nos pratiques avec l'expérience patient. C'est jusqu'où on va dans la collecte d'informations sur qu'est-ce qu'a ressenti le patient au cours de son séjour, et notamment sur, à force, on a comment dire, euh, des, des, des doléances qui arrivent qui parfois, au vu de l'angle médical, sont un peu surprenantes. C'est-à-dire que surcentrer l'expérience patient, c'est aussi la porte ouverte en pratique à dire ah bah mon matelas il est pas génial, le plateau repas est pas terrible, l'adaptation donc je suis d'accord, il est essentiel parce que la base de notre métier, c'est d'écouter les symptômes, traduire par une solution de soins. Mais enfin, moi, je me pose vraiment la limite euh, dans cette analyse et cette recherche d'informations qui peut aller, je me dis, du plateau à euh, quelle efficacité. Ouais. Alors, ça ne fonctionne pas, mais je vais parler fort. On va faire comme ça. Ouais, c'est une question fréquente qu'on a dans le cadre des travaux qu'on peut mener, vraiment d'amélioration des pratiques dans les établissements de santé. Et ça pose la question, il y a pas mal de réponses, mais en tout cas, pour être un minimum concis, déjà, la première chose qu'on dit généralement dans ce domaine-là, c'est que dans tous les cas, un patient qui arrive dans un établissement de santé, ses attentes, ses valeurs et son système finalement de fonctionnement et de besoin, il n'est pas différent que s'il rentre dans une banque, dans un aéroport ou ailleurs. Et ça, on ne peut pas demander au patient de changer ses attentes parce qu'il rentre dans un établissement de santé. Euh, En tout cas, on peut s'attendre à ce qu'il ait les mêmes attentes. Après, effectivement, la question, c'est que dans le cadre notamment d'un service public, à quel point on a aussi face à ça les possibilités de répondre à ces attentes qui peuvent être des attentes aussi dirigées face à des organisations privées qui à but lucratif et donc qui vont peut-être pouvoir y répondre. Et on compare souvent une expérience hôtelière pure à une expérience hôtelière dans le cadre du soin. Vous parliez finalement des aspects plutôt d'hôtellerie, de confort du lit, du repas, etc., qui sont effectivement des éléments remontés très souvent comme négatifs par les patients. Après, la question, c'est est-ce qu'on a les moyens de pouvoir y répondre? Dans la plupart des cas, non, on n'a pas les moyens d'y répondre, mais ils sont là, ils sont présents, ils génèrent une expérience négative et cette expérience négative peut avoir des impacts qui peuvent aller, comme je le montrais tout à l'heure, sur un aspect plus positif avec l'horloge, mais qui peuvent avoir des aspects, des impacts négatifs beaucoup plus larges. Pour prendre l'exemple du repas, euh, un repas qui, par exemple, ne va pas être adapté ou qui va être remonté comme le patient, comme non adapté, et donc finalement une prise du repas qui ne sera pas optimale par le patient, ben on sait aussi que, par exemple, après une chirurgie, ça peut générer des risques que le patient soit aussi dans des situations de dénutrition. Et donc, la prise en compte d'éléments qui peuvent paraître très superficiels, comme est-ce que j'ai bien mangé ou non à l'hôpital, bah, peut aussi avoir des impacts beaucoup plus larges. Et de la même manière sur le lit. Un lit confortable, on sait très bien, d'autant plus nous en tant que rééducateurs, que ça peut aussi avoir un impact sur des douleurs, c'est des douleurs qui vont rester. Donc, c'est des éléments, voilà. Et c'est très difficile de faire la distinction entre qu'est-ce qui pourrait relever d'éléments un peu superficiels et qui ne pourraient pas être cohérents dans un cadre hospitalier, notamment public, de ce qui est vraiment important à prendre en considération pour réussir à améliorer les choses quand on a les moyens de le faire. Mais ça, j'en disconviens pas du tout. Et tout compte en médecine. Ce que je veux dire, c'est que dans quelle mesure ça a l'effet inverse sur ce qu'est le soin et la médecine à l'inverse. C'est super peut-être pour le patient, et effectivement, ça rentre complètement en compte. Mais aujourd'hui, il faut voir que je pense qu'on progresse et on progressera toujours. Il y a une lumière qu'on ne prend pas en compte, c'est la destruction peut-être du système par, par
la prise en compte de d'autres choses, parce que ça peut épuiser aussi la mise en œuvre du soin, tout ça. Ouais, en tout cas, du point de vue par lequel je travaille, qui est celui des organisations et notamment de l'accompagnement des équipes qualité, personnellement, je l'ai toujours vu dans les dernières années comme une addition et non pas comme une soustraction à quelque chose. Pour l'instant en tout cas, c'est vraiment, notamment quand il y a du travail des équipes qualité, où finalement on ajoute ces éléments-là. Alors après, oui, ça peut avoir quelquefois des impacts, mais c'est aussi pour ça qu'on essaye à chaque fois que ces travaux soient menés avec les patients, mais aussi avec les équipes, pour réussir à inclure tout le monde et être capable d'identifier à quel point ça peut avoir des conséquences négatives sur la pratique des professionnels. Et on parle très souvent, et je crois d'ailleurs que ça sera une des thématiques qui sera évoquée, ou peut-être que je me trompe, sur aussi la symétrie des attentions et à quel point c'est absolument nécessaire, si on s'intéresse à l'expérience patient, de s'intéresser à l'expérience des soignants, à ce qu'ils vivent en termes de qualité de vie au travail, de bien-être au travail, de conditions de vie au travail, et donc de faire le rapport entre les deux pour s'assurer effectivement que lorsque l'on essaye d'être dans une démarche d'amélioration de l'expérience patient, on ne soit pas dans une démarche de dégradation de l'expérience soignante. Et ça, c'est au cœur des considérations actuelles, mais effectivement avec un prisme, et je suis complètement d'accord, qui est très focalisé sur l'expérience patient parce que ça a été très dégradé et très mis de côté pendant de nombreuses années, mais avec toutes les considérations de RH qu'on connaît à l'heure actuelle, c'est sûr qu'il ne faut absolument pas négliger l'autre partie. Merci. Alors pour Samir, il y avait une question, donc je pense par rapport à ta présentation, qui questionnait donc Hélène, qui disait sur le portrait au niveau de la formation initiale, initiateur de ce professionnel de santé, mais aussi au regard de la corporation MK. Alors je suppose que c'était des différents points de vue par rapport aux différentes perspectives que tu as proposées. Si j'ai bien compris, Hélène, Je ne sais pas si elle est encore là. tu poses la question, en fait, est-ce que dans les formations initiales, est-ce qu'on prépare les futurs professionnels à cette multiplicité des attentes, en fait, et que pour effectivement être un professionnel de santé qui tendrait à être idéal, on va dire, il va falloir effectivement, pendant tout le cursus de formation, incorporer chez les futurs professionnels ça s'appelle de la socialisation, en fait. Déjà, dans les cursus de formation, il y a un processus de socialisation qui fait que un kiné, un médecin, etc., au bout de la formation, il va écouter, interpréter, parler, avoir une attitude, une posture professionnelle qui sera conforme au fait qu'il soit professionnel de santé et dans telle ou telle profession. Je veux dire, d'ailleurs, on parle aussi, par exemple, des formations professionnelles parce qu'on s'aperçoit, on nous le dit en fait que on doit être transformé en fait quand on suit une formation. Il y a un avant et un après. Je pense par exemple à l'école des cas dont certains de nos collègues nous disent mais qu'est-ce qui s'est passé en français, mais t'es plus le même. Et donc pour être plus le même en tant que professeur de santé, il faut aussi effectivement dans le processus d'appropriation et des savoirs pratiques, professionnels, etc., et ben se dire effectivement, il faudrait aussi que je m'approprie ça, mais on est en arrière-plan toutes ces attentes-là. Et je l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, la difficulté, je pense tout à l'heure Adrien Palot a parlé des systèmes de santé où tout dépend d'où est-ce qu'on se trouve. Là, j'ai essayé un petit peu de plus parler pays occidentaux, etc., mais en fait, on sait très bien qu'il y a des systèmes de santé contraints, il y a des systèmes de santé qui sont tous contraints mais différemment. Et donc, comment concilier, en fait, quand on est soignant, d'abord avoir en ligne, en premier lieu, les attentes du patient, mais ces attentes-là, il faut aussi tenter d'y répondre en fonction des ressources dont on dispose, dont la société dispose, aux yeux aussi du regard. Je prends l'exemple des ventouses, par exemple. En France, il est strictement interdit à un professionnel de santé, etc., d'utiliser, par exemple, la technique des ventouses. Hein. Dans un autre pays, on peut le faire.
Donc, en fait, aux yeux de la loi, et en fonction du pays dans lequel on se trouve, du système juridique, etc., il y a des choses qu'on peut faire, d'autres choses qu'on ne peut pas faire. Donc, quand j'ai parlé des organismes, le droit, et la réglementation, et ben, chaque professionnel doit aussi, dans sa pratique, il y a une certaine autonomie, il y a aussi cette responsabilité juridique. Et donc, il va falloir qu'il trouve un équilibre. Et cet équilibre-là, en fait, il est fonction du contexte dans lequel il exerce. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais en tout cas, j'ai essayé. Il y a une question du coup qui est arrivée. Quelle place pour les thérapies alternatives dans une pratique EBP lorsque les patients sont en demande de ce genre de pratique? À qui À qui veut bien. Alors, en fait, je te laisse. Adrien, je pense qu'il pourra répondre. Après, je dirais juste... vous savez que, tout à l'heure, on ne s'est pas attardé, mais en fait, de tout temps, l'être humain, il a toujours essayé de comprendre ce qui lui arrive, de s'expliquer ce qui lui arrive. Et donc, en fait, la maladie, à l'époque, des siècles en arrière, c'était vraiment la culture dominante, c'était le magico-religieux. Donc, on a essayé de tout expliquer par ça. Et donc, avec la révolution culturelle et sanitaire, mais pas que de Pasteur, eh ben, on pensait que telle maladie était due à tel germe, donc on est bien. Et puis hier, Philippe Fauré, il a dit, heureusement, en fait, tout le progrès de la médecine rationnelle occidentale, l'allopathie, elle s'est faite dès l'instant que les médecins, les principes de santé ont réduit l'humain à son organe, à sa maladie. Donc, en fait, il y avait du bien dans ce réductionnisme. Et puis après, on se dit, avec Michel Foucault, etc., eh ben, il y a les dimensions sociales et psychologiques qu'il va falloir réinvestiguer parce que il y a des patients, au départ, ils croient dur comme fer à l'EBM, à la médecine occidentale. Je parle par exemple de l'oncologie. Et puis, eh ben, ils voient que ça répond pas à toutes leurs demandes. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir des marabouts, ils testent des médecines alternatives. Donc, effectivement, la vraie question, quand on a un patient qui arrive dans nos cabinets et ils vous disent, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai envie d'aller voir un magnétiseur. Donc, quelle est l'attitude? Moi, j'ai eu des exemples personnellement quand j'étais à Hauteville. On avait une patiente, un exemple, hein, qui avait une pathologie vasculaire, donc avec, on sait tous que c'est l'artère oblitérante des membres inférieurs. Et elle nous demandait, je me rappelle au médecin, moi-même, en fait, mon fils, il m'a pris un rendez-vous chez le magnétiseur. Qu'est-ce que vous en pensez? La réponse qu'on avait donnée, je sais pas, on vous la livre, je vous la livre, on dirait ce que vous en pensez. Donc, un, de ne pas dire, il faut surtout pas y aller, parce que de toute façon, ils vont y aller. Deux, c'est, on pense que de toute façon, ça fait pas de mal, si ça fait pas de bien, ça fera pas de mal. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est complexe, ces questions-là. Je te laisse le compléter. Ouais, moi, je pense qu'un de nos rôles, mais ça a été dit aussi, c'est de réussir à apporter des informations les plus claires possibles. Et donc, je pense que ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, on ne peut pas se permettre de le mettre de côté et qu'on doit au contraire s'informer absolument sur les thérapies alternatives et complémentaires et plus largement des soins non conventionnels et d'essayer de se plonger aussi dans les quelques études et quelques, c'est clairement un euphémisme parce qu'il y en a quand même beaucoup pour certaines thérapies de ce type-là. Je pense notamment à l'acupuncture où il y a eu beaucoup aussi d'essais avec beaucoup de tentatives de faire du placebo comme on l'entend avec différentes méthodes d'aiguilles rétractables, de piquer à d'autres endroits, etc. Et donc c'est intéressant, je pense aussi de se plonger pour comprendre les limites aussi de la manière avec laquelle on fait la preuve sur ce type d'études-là. Après, je pense que peut-être que pour compléter par rapport à ce que tu disais, notamment sur ce cas-là, je pense qu'il y a quand même un questionnement sur à quel point il n'y a pas des effets iatrogènes qu'on n'envisage pas, ou en tout cas des effets secondaires, au fait d'aller consulter beaucoup de professionnels différents, d'avoir beaucoup d'explications différentes sur notamment l'origine de la maladie, et à quel point notamment le fait d'aller consulter des professionnels et de ne pas avoir des résultats réguliers avec de nombreux professionnels, ça ne peut pas, et là je me base notamment, c'était sur les travaux de
j'ai perdu son nom de famille, mais d'Eric qui tient la page Comprendre son dos, la page notamment sur les réseaux sociaux, qui avait fait un court article sur ce sujet-là, basé sur un certain nombre d'évidences sur cette thématique, où effectivement il présentait que ça pouvait générer le fait de côtoyer, de fréquenter finalement régulièrement, de consulter régulièrement des professionnels et de ne pas avoir des résultats avec ces professionnels, de générer finalement des attentes négatives avec les professionnels suivants. Et donc, pour un peu qu'on rencontre un professionnel qui aurait pu nous aider parce que lui avait des techniques différentes, que lui avait peut-être été expert du sujet, finalement, on va arriver avec des attentes plus négatives parce que les 10 qu'on a vus précédemment n'avaient pas eu des résultats. Donc, le fait d'aller tester comme ça quand même beaucoup de choses peut avoir théoriquement quand même des effets négatifs. Donc, je pense que le fait de se dire si en tout cas ça ne fait pas de mal, ça peut quand même faire du bien. Je pense que ça peut quand même être limité dans un certain nombre de circonstances et donc il faut faire attention et à minimum aider au moins les patients à prioriser les professionnels qui vont voir, et donc ça revient aussi avec le fait de discuter avec eux, de les côtoyer, d'échanger, d'aller dans leurs congrès, leurs conférences, de lire leurs travaux et de lire aussi ce que la science a pu essayer d'expliquer autour de leurs méthodes, de leurs résultats, au travers des différentes sciences dont on a parlé aussi, et particulièrement des sciences sociales, puisque c'est quand même celles-ci qui ont essayé d'un peu plus les étudier. Mais tu vois, par rapport au terrain d'enquête que j'ai fait sur les femmes après cancer du sein, aller voir le magnétiseur ou le coupeur de feu, il n'y a pas de preuve scientifique, mais toutes les femmes qui l'ont testé supportent mieux les douleurs et les fourmillements, etc. Et donc, et puis on n'a pas soulevé jusqu'à maintenant peut-être la question du placebo versus nocebo. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait en fait lorsque le patient, même si la technique n'a pas fait ses preuves, j'allais dire, BMX, quand le patient va mieux, est-ce que on dit ça, est-ce qu'on doit ignorer ça en fait? C'est complexe comme question, parce qu'effectivement, on l'a vu depuis hier, tout n'est pas objectivable. Et quand une technique, une approche améliore le patient, qu'est-ce qu'on en fait lorsque, effectivement, que ça soit de la médecine, une thérapie alternative et ben, qu'est-ce qu'on en fait? Quelle est leur place, en fait? Ça dépend. On va peut-être prendre une dernière question et puis après. Alors c'est pas une question, mais c'est peut-être une piste de réponse, et je repartirai sur ce dont j'ai parlé hier, sur le rapport fait par des médecins sur comprendre la part d'irrationalité dans le soin. Et eux, justement, c'était à partir du Covid et de ce qui s'est passé après le Covid, où les gens ne voulaient pas, comprenaient pas, n'étaient pas d'accord avec ce que le monde médical ou scientifique disait. Et c'était justement dans la critique de l'EBM, en disant le fait que ce qui prime, ça soit les études randomisées, et que c'est ça qui prime, et que le côté expérience patient et le côté clinicien passe un peu à la trappe. En fait, c'est quel sens ont ces soins, quel sens le patient donne-t-il à ce qu'il vit. Donc ça reprend un peu ce que disait Ève ce matin sur ce qu'on met derrière son expérience. Et du coup, les médecins disaient qu'il fallait remettre ça du coup au milieu et réfléchir à qu'est-ce que la rationalité, quel sens et quelles sont les valeurs. Pas si ça fait avancer le chemin. Moi, j'aurais peut-être juste voulu, tout à l'heure sur les thérapies alternatives complémentaires, attention, une thérapie alternative peut être une thérapie complémentaire. Une thérapie complémentaire n'est pas une thérapie alternative. C'est quand même super important, en oncologie notamment, de faire la différence. Un patient qui fait ses traitements oncologiques et des thérapies complémentaires, il y a énormément d'études qui commencent à être postées, même si elles sont pour l'instant, de faibles preuves.
Il y a même des choses qui sont maintenant dans les recommandations de la HAS. En revanche, les thérapies alternatives sont formellement contre-indiquées. Enfin, contre-indiquées, ne sont pas du tout recommandées parce qu'elles peuvent être, pour l'instant, le côté EBP, nocives pour le patient. Donc, voilà, je savais pas si la question était plus sur thérapie alternative ou complémentaire, mais attention pour moi de pas faire l'amalgame entre les deux, c'est quand même deux choses totalement différentes. Alternative veut dire pas de traitement EBP, EBM. C'est ça, ouais. Je fais que autre chose. Complémentaire veut dire que j'allie quelque chose qui n'est pas soi-disant EBP ou EBM, je mets des gros guillemets, et en complément d'un traitement qui lui est validé. Voilà. La médecine intégrative. Et en plus, on a la médecine intégrative, comme le souligne Cécile. Mais qui effectivement ne doit pas être, pour le coup, par contre, aussi une excuse pour se dire, moi, c'est des contextes que j'ai pu voir, notamment à l'hôpital, pour se dire, les autres, finalement, font la partie un peu de discussion humaine, parce qu'il y en a qui font de la sophrologie à côté, etc. Donc moi, je peux me permettre de prendre que 10 ou 15 minutes, et moi, de faire que ma partie scientifique, que de balancer mon diagnostic et mes soins. Et à côté, il y aura la personne qui, effectivement, va faire le reste contextuel, d'apporter... Voilà. Je pense qu'on a surtout beaucoup à apprendre, et c'est un des principes de la médecine intégrative, c'est qu'on a aussi beaucoup à apprendre, justement, de ces thérapies, pour se dire, si aussi beaucoup de patients, de proches et de personnes concernées par la maladie, plus largement, vont voir ces professionnels, c'est aussi parce qu'ils recherchent quelque chose qu'ils ne trouvent pas auprès des professionnels de santé conventionnelle. Donc on a beaucoup à apprendre, et je pense qu'au-delà de se délester sur ces professionnels-là et de prôner une complémentarité en se disant qu'ils font des choses qu'on ne fait pas, je pense qu'on devrait aussi beaucoup apprendre à changer notre organisation pour faire beaucoup de choses qu'ils font, avec peut-être aussi des dérives en moins. Je suis d'accord avec le fait que peut-être alors je vais pas appeler ça thérapie, mais en tout cas peut-être certaines façons de faire ou de suivi de patients peuvent être délétères pour eux. Par contre, je pense que c'est à nous justement de voir si pour chaque patient, en termes de singularité, ça l'est ou pas. Parce que effectivement, quand je citais en Ukraine, là, j'ai vu tellement de narrations sur les robouteux qu'ils ont là-bas. En Indonésie, c'est pareil. Je vais pas dire les mauvaises voix ou les mauvaises œils qu'ils peuvent avoir sur certaines façons de faire, un peu comme le vaudou pour certains peuples africains. Et donc ça, c'est important aussi de voir, de savoir faire en tant que thérapeute, la part des choses entre est-ce que ça va être délétère ou pas pour le patient que j'ai en face de moi dans sa croyance. Et en même temps, moi je trouve que c'est assez intéressant quand même, et ça rejoint le dernier propos, de l'utiliser comme un vecteur. Parce qu'en fait, souvent, des fois, nous, on aimerait bien donner l'élément A, parce qu'on sait que ça va être correct pour le patient, mais en fait, finalement, l'élément A, il va pas aller sans l'espèce de croyance ou le rituel qu'a le patient sur quelque chose, qui lui, peut-être, est pas efficace, mais s'il n'est pas forcément délétère, c'est assez intéressant de pouvoir l'utiliser, un peu comme un doudou quand on est petit pour faire passer quelque chose, etc. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier, et c'est pas à contrario de l'EDP pour le coup.